Salut à tous, c'est le Doc. Aujourd'hui, on va parler de Tom Wolfe, du bûcher des vanités. C'est parti, générique. S'il y a bien un auteur qui est extrêmement connu aux États-Unis et méconnu en France, c'est Tom Wolfe. Il est né en 1930 et mort en 2018, et c'était une personnalité un petit peu fantasque, puisqu'il s'habillait toujours d'une manière très classe. C'était un petit peu un avatar d'une époque qui n'existe plus, en gros. Donc c'était un écrivain, un journaliste, et il avait la particularité d'être conservateur. Il disait qu'il était le seul écrivain républicain. Et cet engagement avait commencé très jeune, puisque à l'université, il avait écrit un mémoire qui portait sur l'influence néfaste des communistes dans la littérature américaine de l'entre-deux-guerres. Quand ses profs ont vu ça, ils ont été obligés de modifier certains passages parce que ce dernier était trop critique et virulent, en fait. Toujours est-il que Tom Wolfe avait l'intelligence d'esprit de des fois, on va dire, abandonner l'idéologie dans le cadre de son travail journalistique. J'aimerais que les journalistes d'aujourd'hui en fassent tout autant. Et il adorait particulièrement Émile Zola parce que pour lui, il arrivait donc à prendre une photographie de son époque et à être le plus juste possible sur les problématiques de cette dernière. Et Tom Wolfe, il a essayé de faire pareil, cette fois-ci aux États-Unis. Alors, il faut savoir que malgré tout, Tom Wolfe, il était très critique de notre époque. Il estimait que la civilisation occidentale était en phase de déclin. Et pour lui, en fait, ce déclin avait commencé en fait dans les universités. Il a écrit en 2004 notamment I Am Charlotte Simmons, qui est un livre qui raconte l'histoire de Charlotte Simmons, donc qui est une étudiante pauvre mais brillante et qui arrive en fait par le biais de son travail acharné à avoir une bourse d'études pour une faculté prestigieuse. Et arrivée là-bas, en fait, elle va assister au balbutiement du progressisme, de la culture woke, du racisme positif, mais aussi de la surprésence du sexe, du culte du corps, de la personnalité, du narcissisme, Jusqu'à quand, Seigneur? etc. Et vraiment, il a compris, il a mis le doigt sur le fait que les universités étaient le point de départ de toute cette idéologie progressiste de la French Theory qu'on connaît aujourd'hui. En soi, il reprend l'idée de Alan Bloom, qui est un autre auteur conservateur américain, qui estimait que les universités étaient le point de départ de tout ceci, et que ce qui avait parachevé en fait l'étude du progressisme, c'était la fin de l'analyse des textes antiques, des textes classiques européens fondateurs de la civilisation. C'était ça en fait qui avait permis en fait le champ libre aux toutes les études de genre, etc. qu'on connaît aujourd'hui. Bon, toujours est-il, c'est qu'on ne va pas parler des universités américaines dans cette vidéo, mais plutôt de son ouvrage majeur, Le bûcher des vanités, qu'il a écrit en 1987. Alors, Le bûcher des vanités, c'est un sacré pavé puisqu'il fait presque 1000 pages. Il relate, en fait, il arrive à faire une photographie de l'époque, donc des années 80, donc l'ère Reagan, à New York. Donc, l'histoire, elle prend place en 1980, et on suit donc Sherman McCoy, qui est un trader en finance, maître de l'univers. Il se désigne en fait comme étant maître de l'univers. Pourquoi? Parce qu'il est riche, il a du charisme, il a une magnifique voiture, une Mercedes, une femme, un appartement gigantesque donc, dans New York. Bref, il est blindé et il est vraiment, en fait, c'est un youpi, c'est-à-dire que c'est un trader en finance, un jeune cadre dynamique de cette époque-là. Ce qui est assez marrant, c'est qu'on pourrait retrouver dans l'univers de Tom Wolfe, du bûcher des vanités, le personnage de Patrick Bateman qu'on retrouve dans American Psycho. D'ailleurs, en fait, les deux œuvres se ressemblent beaucoup, mais nous y reviendrons dans une autre vidéo. Bref, Sherman McCoy, il vit comme un prince, c'est un WASP, donc c'est-à-dire que c'est un blanc protestant qui vient d'une famille plutôt aisée, il vit la vida loca. Notre ami Sherman, c'est un petit coquinou, tu vois, c'est un hédoniste, et donc il a une maîtresse qui s'appelle Maria. Et un soir, il vient chercher donc à l'aéroport Maria qui revient fraîchement d'un voyage en Italie, il la ramène en ville, mais Sherman, en fait, il se trompe de sortie d'autoroute. Et là, il atterrit dans le Bronx. Le Bronx à New York, c'est pas le Upper East Side, quoi. C'est pas l'endroit le mieux fréquenté. C'est un endroit où il y a beaucoup de pauvreté, de criminalité. Si je cours à fond sur toi, bœuf, genou, coude. Et c'est fréquenté donc en grande majorité par des Afro-Américains. Et Sherman, il est tellement en sueur de se retrouver dans cette zone-là qu'en fait, il percute un pneu qui se cale sous la voiture et donc elle est bloquée. Donc Sherman est obligé donc de sortir de la voiture pour essayer de déloger le pneu. Et là, donc il y a deux Afro-Américains qui arrivent, qui lui proposent de l'aide, mais Sherman est tellement en sueur et tellement en fait déconnecté de la réalité de ces gens-là qu'il pense de facto à une agression. Donc il balance un pneu sur la gueule d'un mec, il rentre dans la voiture du côté passager puisque Maria a repris le volant,
Et là, patatras, c'est le drame, Maria percute un gamin qui tombe dans le coma, un gamin afro-américain. Alors à partir de là, il y a une enquête policière qui arrive très vite à la conclusion que Sherman est responsable de cet accident. Et à partir de là, mon pauvre Sherman, il va devenir donc le bouc émissaire de toute la ville. Rappelle-toi, René Girard avait théorisé le bouc émissaire, c'est-à-dire que donc pour unifier une communauté, il faut trouver un ennemi commun. Sherman McCoy va devenir cet ennemi commun. Donc les médias vont se lancer sur cette affaire, les politiques et les racialistes. Oui, je suis raciste. Convergence des luttes qui vise à détruire Sherman parce qu'il a commis le crime qui est le pire donc à cette époque-là et encore à notre époque aujourd'hui, qui est d'être raciste. Ce qui est profondément injuste puisque Sherman a des préjugés où voilà, il est peut-être raciste, mais toujours est-il, c'est que ce n'est pas lui qui a commis l'accident puisque c'est Maria qui est responsable. Et donc à partir de là, tout le monde va avoir un intérêt à détruire Sherman. Les journalistes qui vont se jeter sur cette affaire comme des vautours, le maire de New York qui pense que ça peut l'aider dans sa réélection, le procureur qui veut sa grosse affaire, et le révérend Bacon qui est une sorte de racialiste de l'époque qui veut utiliser cette histoire pour se faire, on va dire, pour sortir de la masse et se faire un petit peu apercevoir. En réalité, ce qui est très intéressant, le maître de l'univers devient en fait le bouc émissaire, mais parce que justement, les journalistes, les politiques, etc., veulent justement eux gagner en puissance. Donc pour gagner en puissance, il faut tuer l'actuel maître de l'univers. Tu ne peux pas devenir le maître de l'univers si tu ne le tues pas. Et c'est pour ça qu'ils sont aussi virulents envers Sherman. Mais aussi pourquoi? Parce que chacun en fait veut gagner en puissance. Il s'en fout de la justice, que ce soit les médias, le révérend, etc. Ce qu'ils veulent, c'est eux, de manière chaque fois égoïste, gagner en puissance et tirer les bénéfices de cette affaire pour se faire mieux voir, pour être mieux accepté. Parce que c'est une lutte de pouvoir dans cette ville. C'est les années Reagan, c'est l'ère Reagan, c'est l'ultracapitalisme, donc il faut être prêt à bouffer son voisin, et Sherman devient la cible. Et ce qui est marrant, c'est qu'à la fin du roman, Sherman a tout perdu, il est acculé, il a des dettes, pas possible, il risque 25 ans de prison, mais malgré tout, il a cette force de combativité qui le pousse à aller dans l'arène, à affronter la bête. Et ça, c'est particulièrement intéressant, parce que Sherman, il était dans une forme d'hédonisme. Il vivait trop bien, il n'y avait plus de difficultés. Et là, il a une occasion de vivre. Il a un événement qui le pousse à se battre et à avoir cette pulsion de vie en quelque sorte. En soi, Tom Wolfe, il a fait une photographie donc, des années 80 de l'ère Reagan, mais en soi, il a été particulièrement visionnaire sur notre époque. Beaucoup de journalistes ont fait le parallèle entre l'affaire DSK et le bûcher des vanités. Mais en réalité, moi, je rapprocherais plutôt le bûcher des vanités de l'affaire Bret Weinstein. Bret Weinstein, donc, c'était un professeur à l'université d'Evergreen qui a eu le malheur d'être accusé de racisme par les étudiants, et à partir de là, il y a eu une véritable chasse aux sorcières contre Bret Weinstein, à la fois des étudiants et d'une partie des médias de gauche. Il a dû donc quitter notamment l'université. Aujourd'hui, il est en bataille judiciaire avec l'université d'Evergreen parce qu'il a été harcelé et poussé à sa démission. Understood by the leaders, and the rest have been seduced into a carefully architected fiction. Most of the people involved in this movement earnestly believe that they are acting nobly to end oppression. Only the leaders understand that the true goal is to turn the tables of oppression. The problem, though, is when you speak out on a college campus from a perspective on the left that does not fit this orthodoxy, you are immediately categorized as on the right, which makes it look that the left is monolithic and all shares this opinion, but it's not the case. Et donc, en fait, on voit que Tom Wolfe a été particulièrement visionnaire de cette époque, donc de la grande déraison, pour reprendre l'expression de Douglas Murray, où aujourd'hui le pire crime, ce serait donc d'être accusé de racisme et de voir donc cette convergence des luttes qui vise à détruire l'homme blanc riche, comme on peut voir aujourd'hui, puisque l'homme blanc hétérosexuel aisé devient la cible à abattre, notamment que ce soit dans les œuvres culturelles, dans les médias, etc. etc. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? C'est que Tom Wolfe nous dévoile en fait un récit qui est brillant, particulièrement riche, avec des thèmes qui sont extrêmement nombreux. Il donne donc une vision à la fois de son époque, mais arrive à imaginer comment va devenir le futur, avec une surprésence médiatique, les médias qui deviennent donc un relais de pouvoir particulièrement important, peut-être même trop important, et c'est en ça que Le bûcher des vanités est une œuvre qu'il faut absolument lire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je t'invite bien sûr à lire Le bûcher des vanités, même s'il est particulièrement long, il est d'une richesse absolue. Et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était le Doc. Ciao les barons.